sur le plateau. T'es prêt, cascadeur? Ouais. Action! Yeah! C'est validé! Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji en direct des magasins Cobra, les magasins Cobra qui, vous le savez, sont des magasins 100% dédiés aux passionnés, oui voilà, d'images et de son. Voilà, bravo, merci beaucoup, vous avez bien suivi. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt images et aussi son, puisqu'on va parler de la nouvelle gamme OLED Panasonic 2020. Alors c'est vrai que les modèles HZ1000 et HZ1500 sont sortis un peu plus tôt cette année, mais nous on attendait de voir le magnifique HZ2000 avant de vous faire une petite vidéo sur cette gamme 2020. Alors attention, ici on ne parle pas d'une TV traditionnelle, ici on parle d'une TV qui a été conçue en étroite collaboration avec Hollywood. Hollywood les mecs, c'est le cinéma. Je peux vous dire que chez Panasonic, ce sont des gros passionnés de films et de séries. Ils en regardent toute la journée. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils souhaitent vraiment vous offrir une image telle que le réalisateur l'a imaginée, l'a souhaitée et l'a travaillée. Et donc pour ce faire, en fait, les ingénieurs japonais, ils ont travaillé donc avec des réalisateurs, des coloristes. Ils ont un building carrément installé à Los Angeles, les mecs. Et donc voilà, on voyage du Japon, on va discuter un petit peu avec les gars d'Hollywood. On travaille le processeur, on travaille la colorimétrie, on travaille l'étalonnage afin de vous offrir un téléviseur qui va à la fois servir pour nous, viewers, utilisateurs, mais également servir en post-production des films hollywoodiens. Attends, le télé qui est là, c'est Christopher Nolan qui me l'a prêté pour vous faire la vidéo. Non, je rigole évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus d'une centaine de ce type d'écran sont actuellement en service à Los Angeles, à Hollywood, pour justement donc aider les coloristes à faire leurs petits choix. Et donc j'appuie sur Entrée. On a l'image telle que eux l'ont validée sur leur écran, ici même sur la dalle. Attends, quand même, là, si j'ai pas tout dit, je veux dire, est-ce que ça sert que j'aille plus loin dans les détails? Parce que moi, une fois que j'ai dit ça, on me dit quoi, le TV, il a servi pour faire le film? Mais moi, il y a la queue là devant le magasin, c'est terminé. Non, on se calme, s'il vous plaît. Non, c'est le mien, il est dédicacé. Clairement, c'est un téléviseur qui a été créé par des passionnés, pour des passionnés, et qui répond à toutes les exigences, à toutes les normes cinématographiques. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en allant un peu plus loin dans le téléviseur. Bon allez, on commence tout de suite avec le côté image. Alors ici, nous avons une technologie OLED. Alors pour ceux qui sont atterris là complètement par hasard, la technologie OLED, ce sont des pixels auto-émissifs. Donc c'est-à-dire que chaque pixel sur la dalle génère sa propre lumière. Il est capable de s'éteindre complètement et de s'allumer tout seul. Donc vous avez 8 millions de pixels ici puisqu'on a une dalle 4K qui se gère tout seul les mecs. Donc l'avantage c'est que ça va vous donner des noirs 100%, des contrastes dits infinis, un angle de vision 100% également, tout est à 100%. On a vraiment une image magnifique. Alors, qu'est-ce qui différencie la dalle du HZ2000 aux autres? Alors, la dalle de celui-ci est dite professionnelle. Alors, les ingénieurs de chez Panasonic y ont mis une technologie de rafraîchissement de cellules plus rapide, ce qui permet d'obtenir 30% de luminosité en plus. À savoir que sur un OLED classique, le pic de luminosité est calculé en général environ à 700 nits. Et bien ici, on peut monter jusqu'à 1000 nits. Donc, on va gagner un petit peu plus de détails dans les zones surexposées et sous-exposées. Voilà, ça va pas être une différence de folie. Je vous assure que quand on regarde le 1500 à côté du 2000, il faut avoir des contenus avec des scènes vraiment très complexes pour
pour voir la différence. Mais bon, c'est dans ces petits détails, c'est dans ces petits détails qu'on va chercher la perfection et qu'on va se diriger donc vers le HZ 2000. Sinon, pour tout le reste, que ce soit les menus, la technologie embarquée, le processeur, ça va être le même sur toute la gamme. Le processeur HCX Pro Intelligent Processor, donc ça c'est un des plus puissants du marché, c'est bien sûr le plus puissant chez Panasonic. On ne les voit pas mettre un processeur moins puissant que le plus puissant sur le plus haut de gamme. Ce processeur, c'est lui qui va intervenir si vous souhaitez fluidifier l'image, c'est lui qui va intervenir pour upscaler l'image, pour gérer les sources HDR, les changements de luminosité, tout ça. Force est de reconnaître que chez Panasonic, on a un des plus efficaces du marché. Quoi de neuf depuis le GZ 2000? Alors, on reste un peu sur les acquis de l'année dernière, on reste sur la même ligne directive, à savoir donc que l'année dernière déjà, on était compatible avec l'ensemble des sources HDR. Et ça, merci beaucoup, c'est vraiment trop cool. Puisque c'est vrai qu'il y en a quand même deux qui font un petit peu la bataille sur le marché. Le format HDR10+, le format Dolby Vision. On va en retrouver un sur une plateforme, l'autre sur une autre plateforme. Sur certains disques Blu-ray, c'est l'un ou c'est l'autre. Bon, et bien là, on ne se pose pas de questions. Ce téléviseur, il accepte toutes les sources HDR. Il les décode, il les comprend et il vous donne l'image telle qu'elle a été imaginée. Alors du coup, quoi de neuf cette année sur la série HZ 2000? Eh bien, introduction d'un petit capteur de luminosité qui va savoir adapter l'image en fonction de la lumière ambiante de votre pièce. Alors oui, c'est un petit peu le petit truc nouveau cette année sur les téléviseurs, mais là, celui-ci, il est made in Panasonic et je peux vous dire qui fait le travail un peu mieux que les autres et qui va un peu plus loin que les autres. C'est-à-dire que pour tout ce qui est contenu Dolby Vision, il fait intervenir donc le Dolby Vision IQ. Donc cette capacité justement à modifier la luminosité de l'image en fonction de la luminosité de la pièce. Parce que c'est vrai que lorsqu'il y a un peu beaucoup de lumière dans votre pièce et que l'image est sombre, on a un peu du mal à la voir. Et bien là, le téléviseur, il va aller renforcer un petit peu toutes ces zones sombres, aller vous redonner un petit peu plus de détails et d'informations dans l'image afin qu'elle soit bien lisible et vous donner du coup la vision encore du réalisateur. C'est vraiment la volonté de Panasonic, c'est que vous ne manquiez aucun détail et que tout soit hyper lisible. On ne s'arrête pas là puisque ce capteur de luminosité est également compatible avec le nouveau mode qui arrive dans les calibrations d'image, c'est le mode Filmmaker. Et là, c'est exclusif à Panasonic puisque sur aucun autre téléviseur il y a cette feature. C'est vrai que je m'étais occupé du LG et donc il est Dolby Vision IQ le LG également. Il a aussi son capteur de luminosité, mais donc ça ne marche uniquement sur les contenus Dolby Vision. Or, on ne regarde pas tous nos contenus en Dolby Vision. Ici, il suffit de mettre le mode Filmmaker activé. Le mode Filmmaker, lui, il est compatible avec l'ensemble des autres formats HDR, HDR10+, HDR10, HLG. Et bien là, il va aussi effectuer les réglages pour vous offrir une image propre, nickel, quelle que soit la luminosité ambiante. Donc le capteur de luminosité dont je vous parlais, eh bien, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer un petit peu comment le téléviseur réagit en fonction de la luminosité ambiante. Donc là, on va aller masquer le capteur comme s'il faisait bien sombre dans la pièce. Et là, ici, là, si on se concentre ici là, sur le petit tronc d'arbre, on a quelque chose de bien foncé, bien sombre. On retrouve du noir assez soutenu. Et si on vient chatouiller le capteur de luminosité avec la torche du téléphone, eh bien, tout doucement, on va voir des détails réapparaître pour vous offrir donc une lisibilité de l'image, même avec une luminosité très forte dans la pièce. Et voilà, c'est tout doux en plus. Vraiment, ça se fait tout simplement, tout doux. Voilà, ça se rééclaire. C'est vraiment subtil, mais voilà, ça fonctionne bien. Oui, alors mode Filmmaker, donc apparition cette année, c'est vrai que c'est un mode qui a été créé pour simplifier tout simplement les réglages d'un point de vue utilisateur. Plutôt que d'aller dans vos menus à essayer d'aller chercher l'image parfaite, il y a eu un consensus de réalisateurs à Hollywood comme Christopher Nolan, Martin Scorsese et bien d'autres
pour se mettre d'accord autour d'un mode, le mode filmmaker, qui va donc respecter l'œuvre originale de ces derniers. Donc ce mode filmmaker, il va enlever un petit peu tout ce qui est traitement superflu du téléviseur, hein, netteté, jouer sur le bruit, jouer sur la fluidité, tout ça, ça va être désactivé. Alors bien sûr, hein, si le film a été tourné en 120, ça va rester en 120. Hein, sur Gemini par exemple, ça reste en 120. Si vous mettez en mode filmmaker, il ne va pas faire n'importe quoi. Un mode donc vraiment pour simplifier la vie de l'utilisateur. Et d'ailleurs, sur la télécommande, ici, on a un petit raccourci vers Picture qui nous propose donc les différents modes d'étalonnage, on va dire standard du téléviseur. Hein. Donc filmmaker est là. Normal, on va dire pour un contenu télévisuel, ce genre de choses. Dynamique, vous savez, le fameux mode dynamique qu'on adore chez Cobra. Eh bien, il faut reconnaître que là, le mode dynamique sur le Panasonic, il n'est pas si désagréable que ça. Alors c'est vrai que ça flash plus, mais ça reste assez doux, c'est assez bien, c'est pas mal. Ça fait un mode HDR un peu boosté, mais honnêtement, il n'est pas si désagréable que ça. Et enfin, donc un mode sport qui vient fluidifier l'image, booster aussi un peu la colorimétrie pour regarder son match comme si vous y étiez. On continue sur les modes d'image, parce qu'il y en a plus en fait lorsqu'on va un peu dans les paramètres. Alors cette année, ils nous ont enlevé quelques modes d'image, hein, puisqu'il y avait des modes THX et THX Brightroom, hein, ils ont tous deux été remplacés donc, par le mode Filmmaker. On retrouve le mode cinéma, on va dire standard, celui sur lequel vous allez faire vos petits réglages personnels. Mais bon, c'est pas celui qu'on va conseiller, nous ici. Vous avez le mode Filmmaker ou vrai cinéma. Et comme vous pouvez voir, la différence entre les deux est quasi inexistante. Hein. La différence va se faire en fait sur le capteur de luminosité qui est pris en compte pour le mode Filmmaker et non sur le mode vrai cinéma. Savoir que le mode vrai cinéma, je rappelle, comme l'année dernière, c'est donc le mode calibré hein, par les coloristes américains. Stefan Sonnenfeld. Hein, Stefan Sonnenfeld, qui je le rappelle, m'a remplacé au dernier moment sur le petit court-métrage de Panasonic. Alors ça, je l'ai eu au téléphone l'autre jour, je dis quand même, t'abuses un peu quoi. Le mode vrai cinéma et le mode filmmaker, vous allez avoir la même image. Et d'ailleurs, si on va sur Netflix et on va mettre, vous allez voir le mode Netflix calibré. Et là, attention, là il est désactivé, hein, le mode Netflix. Activé, désactivé, activé, désactivé, activé, désactivé, activé. Donc encore une fois, vous voyez, il faut savoir que le mode calibré Netflix, c'est pareil. Hein, c'est un mode qui est censé respecter l'œuvre du réalisateur. Donc en fait, en toute logique, on a un étalonnage identique. Voilà. L'avantage, encore une fois, du filmmaker, c'est qu'il fait intervenir le petit capteur. Et là, voilà, que vous soyez dans une pièce sombre ou éclairée, ben, vous allez kiffer quoi. Alors, chose intéressante aussi, hein, lorsqu'on est en mode filmmaker, donc comme je vous ai dit, ça désactive un peu tout. Mais ça va, hein, c'est pas la dictature, vous pouvez quand même interagir sur les réglages. Si jamais vous faites partie de l'école caméscope, je rigole, mais c'est vrai que ici chez Cobra, il y a vraiment deux types d'utilisateurs. Hein. Il y en a qui aiment les contenus fluidifiés, hein, et donc il faut intervenir tout ce qui est interpolation de mouvement. Donc ici, c'est le Intelligent Frame Creation, hein, ça va être le Motion Flow ailleurs, le Super Motion, machin, tout ça. Donc ici, vous voyez, il est désactivé puisque ça désactive automatiquement, mais vous pouvez quand même interagir dessus et venir le booster quoi, à votre convenance. Hein. Si vous avez vraiment envie de fluidifier le truc et que c'est votre délire, eh bien vous n'êtes pas bloqué là-dessus, en tout cas sur le mode Filmmaker. Après on peut le mettre en minimum, franchement c'est pas mal du tout en minimum. Moi qui suis plutôt l'école désactivée, j'avoue qu'en minimum c'est plutôt bien. Allez, je vous mets un contenu Dolby Vision. Donc là on passe sur un Blu-ray 4K Dolby Vision, la chaîne est complète, hein. Le lecteur décode le Dolby, le télé décode le Dolby et on a un résultat assez magnifique sur le Blu-ray de 1917 qui est lui aussi une piste Dolby Vision ainsi qu'une piste HDR10+. Comme ça, pas de jaloux non plus. Voilà, hein. On est d'accord, hein, Dolby Vision. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Dolby Vision est activé, les modes d'image, il n'y a plus que ça. Hein. Tu peux plus choisir. Là par contre, mec, attends, là tu respectes, ok? C'est une chaîne de A à Z, on a tout fait pour que tu aies une image telle qu'on l'a décidé, mon gars, donc tu es complètement bloqué. Et là, même dans les menus, hein, mode image, donc on a Dolby Vision IQ. Celui qui fait intervenir le capteur de luminosité. Après, vous pouvez mettre en sombre si jamais, bon,
vous voulez un peu moins voir de choses. Vous pouvez mettre en éclatant, là où c'est vraiment pas terrible, hein, vous avez vu, ça augmente même la fluidité. C'est vraiment un mode, si jamais vous le regardez dehors en plein soleil, pour vous assurer de comprendre ce qui se passe à l'écran, mais clairement, c'est pas fou. Et d'ailleurs, malgré le processeur, on peut voir quand même là pas mal d'artefacts avec l'Intelligent Frame Creation qui doit être au maximum. On voit les limites quand même. Donc on se remet en IQ et là on prend une grosse baffe. Et donc là, comme vous pouvez voir, on peut ajuster un petit peu les niveaux de contraste de luminosité, mais vous voyez, le reste, tout est grisé, tout est désactivé. La fluidité, alors la fluidité, vous voyez, elle est réglée sur minimum. L'IFC, c'est grisé, on ne peut donc rien faire. On peut intervenir si on veut sur l'insertion de cadres noirs, donc, pour gérer le flou cinétique. Ouais, on ne regarde plus le film en fait, on regarde son écran travailler. On est là, on fait ah ouais, c'est beau là. Hey, t'as vu le blanc là? Comme il est uniforme. Attends. Et le noir là, les bandes noires, t'as vu les bandes noires? Attends. T'as vu les... Ah, il fait peur. Il y a même un acteur français que j'adore, qui est très très connu, qui est venu en magasin justement pour voir tourner le HZ 2000. Alors, j'ai pas le droit de donner son nom, on respecte son anonymat, il ne veut pas être affilié à une marque, donc mais voilà, je lui ai montré et ça l'a mis tout de suite d'accord. Parce que je sais pas trop ce que les images vont donner, mais alors quand on l'a de visu, le truc, il s'est mis devant comme ça, il a fait. Wow. Alors après, les défauts inhérents à l'OLED, les défauts, on n'a pas trop envie d'en entendre parler lorsqu'on acquiert un OLED, puisqu'on est au courant. Effectivement, il y a ce problème de reflet de la dalle glossy. Alors même si Panasonic a élaboré une dalle dite anti-reflet depuis 2018 sur leur téléviseur, force est de reconnaître qu'on a quand même des reflets. Ensuite, l'autre peur, on sait bien, c'est le marquage. Moi je vais vous dire, chez Panasonic, au SAV Cobra, on n'a jamais vu un Panasonic revenir pour des problèmes de marquage. Est-ce que ce téléviseur est ready pour les consoles de demain? À savoir, est-il HDMI 2.1? Alors, un petit peu. Disons que chez Panasonic, on aime à dire qu'il est HDMI 2.1 ready. Il n'a pas en fait la norme HDMI 2.1 avec toutes ses fonctionnalités. Il va gérer l'ALLM, l'Auto Low Latency Mode, qui permet donc de réduire l'input lag. Il a le eARC, donc l'Audio Return Channel, qui donc vous permet de faire passer les flux audio HD, donc Dolby Atmos, sans problème. Par contre, il n'y a pas de prise en charge du VRR et pas de prise en charge du 4K 120 Hz. Alors je sais que voilà, il y en a beaucoup là qui ont précommandé leur PS5 ou qui vont précommander leur Xbox et qui aimeraient que leur téléviseur soit équipé de HDMI 2.1. Honnêtement, je ne suis pas sûr de voir des jeux en 4K 120 Hz, que ce soit sur l'une ou l'autre des machines. Donc bon, est-ce que vraiment la norme 2.1 va être nécessaire? Personnellement, j'ai des doutes. Après, je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir un truc optimal. Dolby Atmos. Ce téléviseur est effectivement très bien équipé, c'est du jamais vu, enfin en tout cas pas depuis l'année dernière, puisqu'il a exactement le même équipement sonore que le GZ 2000, à savoir en façade une barre de son équipée de 3 haut-parleurs signés Technics. Ces 3 haut-parleurs, dont celui qui est au centre, qui s'occupe uniquement des voix afin de vous offrir une bonne clarté dans les dialogues. Mais il faut regarder aussi à l'arrière du téléviseur, où vous avez 2 enceintes dirigées vers le plafond pour vous créer les effets Dolby Atmos par rebond. Évidemment, on a une étagère au-dessus, vous allez dire le mec il nous dit n'importe quoi, il y a une étagère, comment il peut savoir? Non, je peux vous dire que même avec une étagère, même avec une étagère, on a quand même une bonne spatialisation du son, et je suis sûr du coup que sans l'étagère, c'est encore mieux. En plus, vous pouvez ajouter un subwoofer, un caisson de basse, et ça franchement je dis bravo Panasonic, c'est tellement intelligent. Alors c'était déjà le cas l'année dernière, mais je le ressouligne parce que c'est vrai que c'est trop bien. Nous on en a branché un là via la prise casque. Vous allez dans votre menu là, comme ça, vous allez dans le son,
Et là, vous avez sortie casque. Et donc plutôt de casque, vous mettez donc le subwoofer. Vous avez après donc des réglages. Hein. Voilà, vous avez plein de réglages pour le subwoofer. Vous pouvez régler son volume, sa fréquence, le combo. Des deux, c'est vraiment très très efficace. Et pour quelqu'un qui a un petit salon, qui n'a pas envie de se mettre des fils partout, à se faire la totale avec l'ampli, les enceintes et les câbles, eh ben, c'est quand même un système tout en un assez confortable. Hein. Là, tout est dans la télé, vous n'avez pas à rajouter votre barre de son, juste un petit caisson que vous allez mettre dans le coin. Franchement, c'est très très bon les gars. Ah ouais. Le tout est drivé par le moteur Geno hein, de Technics. Et alors, autre bonne nouvelle, là je vous parle du HZ2000, mais il y a aussi le HZ1500 qui bénéficie donc de cet équipement, on va dire. Il est un petit peu réduit, puisque ici on a 140 watts au total. Sur le HZ1500, vous avez 80 watts. C'est le 360 degrés Soundscape, du coup, il n'y a pas le Pro. Allez, vous avez tout Pro là, l'image Pro, le son Pro. Ah, on redescend un petit peu avec le 1500, mais c'est quand même aussi très bon. Niveau décodage, bah, bien sûr, hein, vous retrouvez tous les décodages Dolby. Par contre, aïe, pas de prise en compte donc, du format DTS. Alors, je ne sais pas, il est boudé hein, ce format, hein, puisque aucune des télés que j'ai fait cette année ne prend en compte ce format. Voilà, au moins vous êtes au courant. Mais bon, après, vous pouvez le faire réintervenir via des sources externes, hein, mais bon. Voilà, pas via le téléviseur en tout cas. Ensuite, votre téléviseur, il peut aussi servir d'enceinte Bluetooth. Et ouais, hein, vous pouvez le mettre en tant que récepteur et donc envoyer votre son sur la télé. Configuration Bluetooth. Là, c'est en émetteur, donc ça veut dire que vous pouvez envoyer le son vers un casque Bluetooth si jamais vous le souhaitez. Et puis là, si on le met en mode récepteur, il récupérera le son de votre téléphone ou votre lecteur ou autre chose qui fait votre musique. Réglage Space Tune, donc ça c'est la calibration hein, de votre téléviseur. Donc vous faites bien sûr donc, votre calibration en fonction donc, de la configuration hein, de votre téléviseur dans votre pièce. Hein. Dos au mur, dans un coin, accroché. Vous voyez un petit peu les distances qui séparent. Voilà, on fait régler. Et donc là, ça ajuste la spatialisation pour vous offrir une expérience optimisée au niveau du son. Partie connectée donc du téléviseur, nous y voici, nous y voilà. Donc c'est un système propriétaire, toujours de Panasonic, My Home Screen 5.0. Restylage un petit peu de l'interface de l'application, un peu plus convivial, un peu moins austère que l'année dernière. Donc Home, on fait apparaître nos petits icônes ici et donc on va retrouver nos applications. Alors à savoir qu'au niveau des applications, c'est peut-être le point faible, hein, on va dire, de Panasonic, c'est que on ne retrouve pas l'ensemble du catalogue qu'on peut retrouver sur d'autres systèmes. Alors, une nouveauté quand même assez intéressante, TV by Molotov. TV by Molotov va vous servir de tuner en fait, puisqu'il va vous permettre d'accéder à l'ensemble des chaînes de la TNT. Un cloud pour enregistrer, il y a plein de features sympas possibles sur l'application. Voilà un petit peu l'avenir hein, de la télévision, le tuner intégré, voilà, plus besoin de box internet. Vous avez le TV Anywhere donc, qui vous donne accès au contenu de votre téléviseur où que vous soyez sur la planète hein, via votre téléphone. Pour terminer sur la partie connectée, on va parler de la télécommande, hein, donc rien de neuf hein, depuis l'année dernière. Toujours cette finition donc à brossé, c'est la télécommande japonaise. Hein. On n'est pas en Corée ici, on te met un max de boutons. Il y a beaucoup d'informations sur la télécommande. Après voilà, hein, elle est quand même facile d'emploi, assez simple, assez naturel, assez intuitif. Vous avez la lumière ici, voilà, vous appuyez, vous pouvez rétroéclairer les boutons de votre télécommande dans une pièce sombre. La visée, c'est pas terrible. C'est vrai que, vous voyez, là, je fais haut. Et vous voyez, il faut vraiment viser le... Là, je fais bas, il faut viser. Bon, c'est vrai que là, on a un petit peu mieux ailleurs. Bon, après, c'est pas ultra gênant. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le genre de truc qui me freine. Mais c'est vrai que c'est un peu vieillissant. Il faudrait peut-être mettre à jour la télécommande. On est sur un produit premium. Donc, si la finition l'est, voilà, une petite mise à jour, ce serait pas mal. On termine cette vidéo par le côté donc esthétique hein, du téléviseur. Alors là, pas de changement non plus depuis l'année dernière. Hein. On a voilà, cette jolie dalle voilà, qui trône fièrement sur ce joli pied central là que j'aime beaucoup. Finition donc gris anthracite. On a quelque chose d'assez classe, des matériaux plutôt nobles.
Voilà, on a un beau produit. Alors après, c'est vrai qu'il a tout son équipement sonore autour de lui. Si on l'accroche au mur, il va y avoir quand même une petite épaisseur, hein. Si on compare donc au HZ 1500, on pourra remarquer que la dalle est légèrement plus épaisse, hein. Et oui, hein, c'est une dalle professionnelle, les amis, hein. Son pied n'est pas rotatif, hein. Ici, on a un monobloc. Donc ça aussi, c'est un peu plus classe, je trouve. Mais bon, du coup, on perd la possibilité de rotationner l'écran. Je ne sais pas si ça se dit. Ce qui est possible donc de faire sur les HZ 1000 et HZ 1500. Par contre, je trouve qu'on perd en classe. Honnêtement, la galette tourniquet, moi personnellement, je ne suis pas trop fan. Après, oui, mais c'est fonctionnel. Toute la gamme Panasonic OLED n'est disponible qu'en 55 et 65 pouces, n'en déplaise à ceux qui veulent une plus grande taille. Effectivement, Panasonic privilégie effectivement les tailles les plus populaires pour leurs écrans. Sur ce modèle, on est là à 3 999 €. Je vous laisse retrouver dans la description de la vidéo l'ensemble des références avec tous les prix. Je peux vous dire que côté stock, c'est chaud. Donc voilà, si vous le voulez, vraiment, placez-vous. Pour la conclusion, j'ai invité à me rejoindre Florent, expert TV des magasins Cobra. Il nous avait présenté l'année dernière le GZ 2000. Et donc voilà, il va nous donner son avis sur la nouvelle mouture 2020. Oui, ce qui est intéressant déjà, c'est le mode de calibration qui est universel. C'est-à-dire que là maintenant, tout le monde s'est regroupé et on a vraiment les conditions réalisateurs. Ça va tout respecter au niveau du filmmaker. Et le gros avantage du Panasonic, c'est que lui, comme tu l'as évoqué, il a le capteur de lumière qui va vraiment s'adapter suivant l'environnement. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que quand la zone elle est bouchée au niveau du noir, ça va vraiment la déboucher. Ça va donner du détail. Quand on a une pièce lumineuse, c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que ce produit-là, vu qu'on est sur une dalle professionnelle, pour les cinéphiles, on a une meilleure dynamique de l'image vu qu'il est un peu plus lumineux. On est vraiment sur un produit qui est très abouti. Pour les cinéphiles, c'est limite ce qui se fait de mieux. Ce téléviseur ainsi que toute la gamme OLED Panasonic 2020 est à retrouver dans les magasins Cobra, Paris 11e ici, Paris 17e et Boulogne-Billancourt. Il y a des experts comme Florent pour vous les faire tester, les voir, écouter, tester. Merci beaucoup Florent. Merci Benjamin pour cette grande intervention. Allez, on vous dit à très bientôt pour des news images et son bien sûr. À bientôt sur la Cobra TV.